We're in open session, Mr. President. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président Maître Bougnon. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir le compte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse jouer la vidéo? You have the floor, Evidence Channel 2. Vous avez la parole et c'est sur le pavé 2. Le numéro de la pièce, c'est CIV D15 001 1020. De la minute. Excuse me, the number. Une minute. S'il vous plaît, pourrions-nous avoir la cote de la transcription pour les interprètes, pour qu'ils puissent la trouver? Nous n'avons pas le transcript. On va la jouer de la minute 03:33 à la minute 05:35. Aidé par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, prépare l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Le témoin n'a pas la vidéo encore. Aidé par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, prépare l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Les casques bleus aux côtés d'une rébellion contre des forces régulières. Le spectacle est surréaliste. RPG 1. RPG 1. Il faut descendre un peu. Là, tu donnes. Mets-toi à genoux. Tu vas voir. Pancarte là. Allume. Pancarte là. Pancarte là. Aïe. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu cette vidéo? C'est pour la première fois que je vois cette vidéo. Avez-vous réussi à reconnaître certains endroits dans le passage vidéo?
pense que c'est relatif à l'affrontement dont j'ai parlé le 16 décembre 2010. J'en ai parlé il y a quelques jours et l'endroit, c'est il y a énormément de personnes qui vendent des fleurs entre le Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fouboigny, entre l'hôtel du Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fouboigny. Et je reconnais les paysages où on vend des fleurs entre le Golfe et le carrefour Marie-Thérèse de Fouboigny. Et je crois que tous les militaires qui sont en train de manœuvrer, c'est dans ces champs de fleurs-là qu'ils sont en train de manœuvrer. Ça correspond un peu à l'affrontement qu'il y a eu et dont j'ai fait déjà état ici le 16 décembre 2010. Monsieur le témoin, dernière question sur le sujet. Vous avez déjà parlé abondamment des forces onusiennes. Ma dernière question sur le sujet, c'est de quelle couleur étaient les casques portés par les soldats onusiens en 2010 à Abidjan? Les soldats onusiens avaient tous des casques bleus. Et aussi, ils avaient des écharpes aux épaulettes bleues. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous montrer une autre vidéo. En fait, l'accusation, dans son interrogatoire, avait cité la vidéo, mais ne l'avait pas présentée. Donc, avant de vous poser une quelconque question, je vais vous présenter la vidéo 0064 0083 de la minute 6:36 à la minute 8:53. Le transcript c'est 0094 0336 à la page 0337 ligne 1 et page 0338 ligne 46. Mangou annonce que l'armée nationale est prête à toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a fait cette mise au point à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le ministre de la Jeunesse ce matin à l'état-major des armées. Mambo Abe. En sa double qualité de leader des jeunes et de ministre de la Jeunesse, le ministre Charles Blé Goudé a rencontré l'état-major de l'armée nationale de Côte d'Ivoire au moment où le pays doit faire face à une guerre appelée de tous leurs vœux par les Occidentaux et certains pays voisins en complicité. Un chef, une armée, un peuple. Là où certains rêveurs pensaient avoir affaire à une armée faible, je pense qu'à un moment donné, ils s'y sont frottés, ils s'y sont piqués. En fait, nous sommes fiers de notre armée. Mais en même temps que nous sommes fiers d'elle, nous la voyons chaque jour au premier rang de cette crise. Malheureusement, là
où il y a combat, là où on livre un combat, on se livre aussi. Malheureusement donc, nous avons perdu certains de nos frères d'armes. Parce que c'est ensemble que nous défendons le pays, chacun dans son domaine. Mais l'armée est toujours au front. Malgré les appels à la division, malgré les propos mensongers qui sont lancés dans certaines radios, notre armée est toujours soudée. Mes amis et moi avons donc décidé, ce dimanche 23 janvier, au stade Champoux, d'organiser un grand rassemblement en hommage à notre armée. Bien reçu par les officiers généraux des forces de défense et de sécurité qui donneront une réponse appropriée au ministre Charles Blé Goudé en son temps. Entre autres sujets débattus au cours de cette rencontre, le chef d'état-major des armées a tenu à répondre à Guillaume Soro, qui l'accuse de ne pas être du côté de la vérité. Je voudrais donc profiter Monsieur le témoin, est-ce que vous aviez déjà vu auparavant cette vidéo? J'étais présent dans la salle, donc la vidéo ne m'est pas totalement nécessaire. Vous savez, monsieur le témoin, c'est pour des questions de procédure ici, je dois vous demander si vous, avant ça, vous avez déjà vu la vidéo. Sinon, je vous ai bien remarqué dans la salle. Avant de poser ma question, je vais lire la déclaration de l'accusation. Comme je vous dis, qu'il ne vous a pas présenté la vidéo et qui dit, page 70 du transcript édité du 29 mars 2017, à partir de la ligne 19. Depuis 3 jours maintenant, vous nous avez parlé des... Excusez-moi, je cite. Depuis 3 jours maintenant, vous nous avez parlé des réunions des généraux où Seka était présent, qui était un jeune officier au sein des FDS. Comment avez-vous réagi à cette réunion où M. Blé Goudé était présent, ainsi que les 2 autres personnes que j'ai mentionnées? Fin de citation. Monsieur le témoin, ma première question est celle-ci. Cette réunion-là que vous venez de... Enfin, cette rencontre que vous venez de voir, était-elle similaire à la rencontre que les officiers généraux ont eue avec M. Seka Seka? Ce que vous venez de présenter, là, n'est pas une réunion d'état-major. Au sens strict, ce n'est pas une réunion d'état-major. Nous avons été informés qu'une délégation conduite par M. Blé Goudé voulait nous rencontrer pour rendre hommage aux soldats, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc, nous sommes venus pour les rencontrer. Mais ce n'est pas une réunion d'état-major. Dans le cas de ce dont on a parlé avec Madame le procureur, il s'agissait des réunions d'état-major, où c'étaient les généraux qui se réunissaient pour parler de l'évolution, de la planification, de la conduite des opérations militaires. Donc, quand vous avez demandé la différence, je vous décris la nature de l'une ou l'autre des 2 rencontres. Merci, monsieur le témoin. Pour être tout à fait clair sur ce sujet, est-ce que durant
toute la crise, c'est-à-dire du mois de novembre 2010 à... Vous êtes resté jusqu'au 30 mars, on a ça au dossier. Est-ce que durant cette période-là, M. Charles Blé Goudé a-t-il pris part une seule fois à vos rencontres d'état-major? Une seule fois, mais c'est cette rencontre que vous venez de projeter. Mais ce n'était pas une réunion d'état-major, c'était une rencontre qu'il a demandé au chef d'état-major qui nous a convoqués. En dehors de cela, ni M. Blé Goudé, ni les deux autres personnes qui étaient avec M. Blé Goudé n'ont jamais demandé ou participé à une réunion d'état-major. Merci, monsieur le témoin. Dernière question. Cette fois-ci, c'est la dernière question sur le sujet. Avez-vous, durant toute cette crise, c'est-à-dire encore, je reviens, de novembre 2010 à avril 2011, reçu de M. Blé Goudé une seule instruction militaire? Avez-vous, je répète ma question, reçu de M. Blé Goudé des ou une instruction militaire? Moi ou bien l'ensemble des généraux? Commençons par vous. Je n'en ai pas reçu et puis de toute façon, je n'aurais pas exécuté. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, avec votre permission, puisque c'est ce que dit votre décision, je vais aller en arrière en novembre 2004. Donc, je prie la Chambre de bien vouloir m'autoriser à le faire, parce que je vais me transporter en novembre 2004 et vous verrez la pertinence de ce que je vais montrer, des questions qui vont suivre par la suite. Donc, si j'ai votre permission, je... D25 0016 0010, page 0014, ligne 220 et page 0016, ligne 269. Le commandant français et le chef des gendarmes ivoiriens. C'est comme si j'étais venu vous demander de tirer. Vous n'avez pas tiré. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, au niveau de l'explosion. Maintenant, si vous avez le projet de tirer, je me retire et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet, c'est qu'on arrive ensemble à repousser les gens. Donc, on va jouer cette hypothèse. Très bien. Si on vient de placer. Maintenant, nous-mêmes là, réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace là. Réunissez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous
cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté exactement? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. De façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'hôtel Ivoire? Alors tout ceci se fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gavage. Et je pense que c'est votre choix aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra. Monsieur le témoin, est-ce bien vous qu'on vient de voir au début de cette vidéo? Affirmatif. Étiez-vous encore présent à cet endroit-là au moment où débutent les tirs? Oui. Avez-vous souvenance de l'endroit d'où provenaient les tirs? Les tirs ont commencé à partir des étages supérieurs de l'hôtel Ivoire. Les premiers tirs entendus sont venus des étages supérieurs de l'hôtel Ivoire. Donc, après ça, c'était comme si c'était un signal. Il y a eu une fusillade généralisée, en provenance exclusivement du régiment français qui était en face de moi. Et donc, les personnes qui ont tiré à partir des étages supérieurs sont rapidement redescendues. C'était les militaires français. Ils étaient 5 ou 6, je ne me rappelle plus exactement du nom, trempés en sueur. Ils sont rapidement descendus des étages supérieurs, sont passés devant nous, ont rejoint leur emplacement dans le dispositif et la colonne s'est mise rapidement en marche. La colonne d'engins blindés du régiment s'est mise rapidement en marche et a décroché. Il est resté sur place le médecin du régiment et beaucoup de blessés. Le détachement que j'avais conduit ce jour-là à l'hôtel Ivoire, il y a eu un blessé grave, un tué. Et le blessé grave a été pris en compte par le médecin du régiment français, qui était là encore avec ses équipes pour s'occuper du blessé, du gendarme, qui était dans le hall de l'hôtel Ivoire. Mais sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire, il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de tués aussi. Je ne peux pas, aujourd'hui, avoir le nombre exact de tués et de blessés. Monsieur le témoin, les soldats, le régiment français, les soldats français ont donc décroché devant vous. Avez-vous pu remarquer si il y en avait un ou bien certains parmi eux qui avaient été blessés par balle ou quelque chose d'autre? Est-ce que nos hommes n'ont pas tiré? Que dans la foule,
personne n'était ni armé. Je n'avais pas vu quelqu'un qui était armé dans la foule, puisqu'on est resté longtemps au milieu de cette foule. Le colonel d'Estremont et moi, quand on discutait, toute la foule était autour de nous. Les gens, ils chantaient. Et c'était une ambiance bon enfant, il n'y avait pas de personnes armées dans la foule. Donc quand les tirs ont commencé, ils se sont mis en position pour pouvoir décrocher. Pas de blessés parmi eux. En tout cas, ce qui m'a été donné l'occasion de voir, pas de blessés parmi eux. Maintenant, si après ils ont des blessés, ça je ne sais pas. Mais là, à mon sens, il n'y a pas de blessés parmi eux. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, il a été évoqué ici la lettre que vous a adressée Madame le Haut-Commissaire. Je ne vais pas la remontrer, on l'a déjà vu ici. Je donne quand même le numéro de la pièce. C'est la pièce 0094 0305. La lettre date du 31 décembre 2010 plutôt. Est-ce que avant de recevoir cette lettre, avez-vous reçu en personne cette dame ou à votre service, bien entendu, après les événements du 16, avez-vous reçu cette dame ou quelqu'un de son service avant de recevoir le courrier? Je l'ai dit aussi il y a quelques jours que la correspondance de Madame le Haut-Commissaire m'est parvenue. Je ne sais pas par quel moyen, en tout cas, est parvenue au secrétariat du SECOS. Et j'ai été surpris, parce que moi, je ne connaissais pas la structure d'où ça venait. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, j'entendais parler, mais je ne savais même pas où c'était localisé. Je ne savais même pas qui la dirigeait. Donc, c'est à travers la correspondance que j'ai eu toutes ces informations. Et donc, j'ai été surpris de la masse d'informations qui étaient à l'intérieur. Mais avant, je n'avais jamais été approché par les représentants de cette structure-là. C'est quand j'ai reçu la lettre que j'ai fait la réponse. Et quelque temps après, une délégation est venue du siège de l'ONUCI à Abidjan, de l'hôtel Sebroco, pour me rencontrer, pour me parler de ce qu'on pouvait faire ensemble pour améliorer ou bien suivre nos activités pour faire en sorte que tout soit transparent maintenant. Et moi, je donnais mon accord et on a échangé les contacts. Et puis, de temps en temps, ils m'appelaient, moi aussi, je les appelais. Je me disais que la situation était tellement tendue après qu'ils n'avaient pas osé venir pour pouvoir suivre nos hommes sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant la lettre, je n'avais jamais eu un contact avec les représentants de l'autorité qui m'a envoyé la lettre. Est-ce que vous savez si les clarifications que vous avez apportées dans votre courrier ont été prises en compte dans un quelconque rapport, dans un quelconque rapport dressé par cette structure-là? Est-ce que vous le savez? Si vos clarifications, si vos rectifications contenues dans le courrier de réponse ont été prises en compte dans un quelconque rapport qui aurait été rédigé plus tard? Je m'attendais à cela parce que les faits que j'ai décrits dans ma réponse sont suffisamment clairs et assez documentés avec beaucoup de précision. On avait parlé ici de certains noms qui étaient caviardés. Mais justement, c'était pour que cela nous permette
d'avoir des comment on appelle ça, d'avoir des points à partir desquels on peut mener des vérifications. Malheureusement, je n'ai pas eu de suite, au moins pour infirmer en partie toutes les informations un peu erronées qui étaient dans la première lettre. Et donc, j'ai reçu la délégation qui est venue du siège de l'ONUCI. Et puis, bon, on a échangé, puis on a continué à admettre qu'il faut qu'on continue de travailler par la suite. Monsieur le témoin, le 31 mars 2017, mon confrère vous a posé un certain nombre de questions sur les officiers qui ont travaillé avec vous au sein du SECOS. Je fais référence au transcript en temps réel du 31 mars 2017, de la page 45 à la page 52. Ça, c'était pour mes collègues. Et donc, je disais que vous avez fait mention d'un certain nombre d'officiers qui ont travaillé avec vous au SECOS. J'en ai dénombré 20. Je ne vais pas relater tous les noms. Mis à part ceux qui sont à la retraite et ceux qui sont et celui qui a une mise en disponibilité, mis à part aussi ABI qui est en détention pour désertion, est-ce qu'on pourrait dire que le reste de ces officiers-là ont été promus? Je peux, pour vous rafraîchir la mémoire, vous citez par exemple le lieutenant Widi, page 51, ligne 6 de votre déposition, qui était commandant du BMO. Capitaine Aboubakar Fofana, toujours page 51, ligne 10, qui dirigeait le groupe d'appui, sur lequel vous dites même à cette ligne-là, un brillant officier, j'insiste, et aujourd'hui, il commande une importante unité de gendarmerie à Korogo. Et donc, c'est par rapport à ça que je demande si on peut dire objectivement qu'ils ont fait l'objet de promotion. La plupart de ces jeunes officiers ont eu de la promotion. Ils ont eu de la promotion. Woody est devenu capitaine. Il est instructeur dans une école de gendarmerie. Et tous, ils ont eu de la promotion, je peux dire. Enfin, beaucoup d'entre eux, comme je n'ai pas tous les noms en tête, Douko, ils ont tous eu de la promotion. C'était des gens qui avaient de bons profils, parce que le choix que j'avais fait de les garder et de leur faire confiance était fondé sur leur potentialité. Et je savais que c'est des gens qui, quel que soit celui qui les commanderait, étaient des gens qui avaient de l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que ils sont en train de montrer, là où ils sont, qu'ils sont bons. Ils ont eu de la promotion.